écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Les programmes spéciaux d'aide aux associations et fondations, c'est l'outil que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation met au service de la citoyenneté active et de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. 2 projets destinés à la région de Sikasso vont s'atteler à la mise en œuvre de ces objectifs. L'écriture permet l'expression par des signes. Elle peut être belle et favoriser la transmission des sentiments ou des connaissances. Quand elle est mauvaise, l'écriture altère les messages à délivrer. C'est ce que nous dit Dourachi Diakité dans son dossier sur la mauvaise écriture. Et puis environnement, l'entrepreneuriat vert et digital et son technopôle d'accompagnement, c'est le sujet de la chronique de l'environnement de Agibou Koulibaly. Enfin, sport avec Ari Djoumatina, la page est consacrée aux Coupes nationales en Europe, au prix Marc-Vivian Foy 2024 et à la 6e journée du championnat de football féminin au plan national. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ouverture ce matin d'une session de formation au ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle vise à renforcer les compétences des agents sur le rôle de l'administrateur dans la définition des orientations stratégiques de l'entreprise. Ils sont 30 administrateurs, tous corps confondus, du ministère de l'Industrie et du Commerce à bénéficier de cette session de formation. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec notre reporter Benoko Fofana. En 3e région, plus de 15 000 habitants de la commune rurale de Fama, cercle de Sikasso, vont être touchés par 2 projets, tous financés dans le cadre du programme spécial d'aide aux associations et fondations du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit d'un projet de renforcement de la citoyenneté active et de la gouvernance inclusive. Les seconds projets portent sur l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Le coût de chaque projet est de 16 millions de francs CFA. Moustapha Doumbia. Le premier projet est dédié au renforcement de la citoyenneté active et de la bonne gouvernance. Son coût est de 16 millions de francs CFA pour une durée de 12 mois. Il est exécuté par l'ONG ADH, Association pour le développement harmonieux et durable du Mali. Quant au second projet, il est axé sur l'autonomisation économique des jeunes et des femmes de la commune de Fama. Il dure aussi une année et a mobilisé à son tour 16 millions de francs CFA. Ce sont donc 2 projets pour un montant global de 32 millions de francs CFA financés par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans le cadre de la 2e phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations. Mpere Dambélé, directeur de l'ONG ADH Mali. Il s'agit d'un projet de renforcement de la citoyenneté des jeunes, des femmes, de la gouvernance inclusive. Donc une gouvernance locale qui implique les jeunes et les femmes dans la gestion de la chose communale. Bon, ce faisant, il est question comme activité des axes d'intervention, des activités de formation, de sensibilisation, de causeries, débats, et aussi un axe qui concerne l'appui à l'autonomisation économique des femmes en termes aussi de formation et de matériel ou équipement de travail. C'est l'appui aux maraîchers, l'appui aux embaucheurs, aux éleveurs, agriculteurs par exemple. Voilà, donc en tout cas des activités génératrices de revenus pour les jeunes et ou femmes. Le projet d'autonomisation économique des femmes et des jeunes est mis en œuvre par le groupe d'action en éducation et environnement pour le développement durable. L'arrivée des 2 projets dans la commune de Fama est saluée par les autorités politiques et administratives. Demba Kone, sous-préfet de Cléla. Dans le cadre de la gestion de la crise multidimensionnelle que vit le pays depuis 2012, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a mis en place un fonds pour soutenir les organisations de la société civile suite au retrait de certains partenaires financiers. Nous nous permettons de nourrir l'espoir que la commune rurale de Fama deviendra une référence pour les autres communes en matière de citoyenneté active et de bonne gouvernance locale.
Le projet de renforcement de la citoyenneté active et de la bonne gouvernance va toucher 112 membres des comités villageois de citoyenneté, 14 membres du club Chiwara communal et plus de 15 000 habitants. Sigasso, Mustafa Doumbia et Suleiman Bamba pour l'ORTM. En 5e région, le ministère en charge des transports, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, a initié une formation à l'endroit des forces de défense et de sécurité, des chauffeurs, transporteurs et des syndicats du secteur. Objectif, renforcer la sécurité routière dans la région de Mopti à travers l'implication des pouvoirs publics, des acteurs de la sécurité routière et ceux de la société civile. Aminata Touré. Cette formation à l'endroit des agents des forces de sécurité de la police, de la gendarmerie, des personnes en situation de handicap, des chauffeurs et conducteurs routiers, des conducteurs tricycles et des motos taxis est une initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER à travers le ministère des Transports et des Infrastructures. Adama Abdoulaye Touré, chef d'antenne et régionale, Agence nationale de la sécurité routière. Nous voulons amoindrir les accidents. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'accidents. En les formant, en les outillant, nous aurons des hommes aguerris, forts, pour nous aider à amoindrir les accidents. Nous voulons avoir 0 accident à Mopti, Inch'Allah. 2 modules sont à l'ordre du jour. La formation des agents et verbalisateurs des forces de défense et de sécurité, les normes de sécurité routière à l'intention des chauffeurs transporteurs et les syndicats. D'où cet appel du chef de l'antenne régionale ANASER. Adama Abdoulaye Touré, chef d'antenne ANASER Mopti. C'est une formation donnée pour qu'ils puissent être utiles. C'est le donner et recevoir, c'est pour qu'ils puissent les appliquer sur le terrain, pour que la sécurité routière soit une réalité. Nous constatons beaucoup d'accidents, nous les encourageons, nous les motivons à appliquer ce qu'ils ont appris ici sur le terrain. Abdoulaye Dagatira, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Mopti. La conviction est désormais établie que la lutte contre l'insécurité routière requiert des actions multisectorielles. Transport, route, justice, communication, santé, secours, collectivité, forces de sécurité. Les statistiques annuelles moyennes d'accidents de la route des 5 dernières années relèvent qu'une personne est tuée toutes les 14 heures. Le facteur humain est plus impliqué dans les accidents de la route avec 82%, loin devant les défaillances techniques avec 10% et l'environnement routier 8%. Mopti, Aminata Touré et Suleiman Tabsugé pour l'ORTM. L'écriture est un ensemble de signes conventionnels, visibles, représentant un langage parlé. Elle nous permet de nous exprimer sans articuler un mot. Cependant, mal produite ou mal faite, elle rend difficile la compréhension pour le récepteur ou le lecteur. La mauvaise écriture, un dossier signé Douraté Diakité. Les signes graphiques représentant le langage parlé sont généralement utilisés dans les services et les écoles. Les gens s'en servent pour prendre note, écrire des leçons ou prescrire, entre autres. Ces écritures sont souvent mal faites, d'où le mot dyslexie qui signifie difficulté à reconnaître et à reproduire les langages écrits. Aminata Fane est étudiante. En réalité, je n'écris pas bien et c'est là depuis le premier cycle. Mes enseignants avaient du mal à comprendre mes écritures. Ils ont fait de leur mieux pour que je puisse bien écrire, mais malheureusement. Imran Maïga est étudiant. Je n'écris pas bien parce que j'ai commencé mon cursus scolaire dans une école coranique chez un marabout. Avec lui, j'écrivais sur une planche coranique. Quelques années après, on m'a inscrit dans une école franco-arabe où l'on écrit dans les cahiers. J'avais du mal à écrire sur les lignes. Quand les enseignants dictaient les leçons, il faudrait être rapide pour pouvoir tout écrire. Cette élève infirmière obstétricienne qui a voulu garder l'anonymat admet qu'elle n'écrit pas bien. Pour elle, cette habitude n'a aucun lien avec la médecine. Depuis à bas âge, je n'écris pas bien, même maintenant. Le fait d'écrire mal, ça n'a rien à voir avec la médecine. Mais on a un langage propre à nous, on communique avec ça. Il y a certains de mes professeurs qui se plaignent de mon écriture et entre camarades aussi, il y a certains qui disent qu'ils ne comprennent pas mes écritures. Les mauvaises écritures coûtent souvent très cher à leurs auteurs, surtout pendant les évaluations. Aminata Fane est étudiante. En 9e année, mes enseignants m'ont sommé d'écrire bien au risque de me faire échouer. J'étais parmi les meilleurs de ma classe. Malheureusement, j'ai échoué alors que les sujets étaient à ma portée. Le lendemain de la proclamation des résultats,
Un professeur m'a dit que c'est la mauvaise qualité de mon écriture qui m'a fait échouer. Imran Maïga est étudiant. J'ai une fois été victime de mon écriture. Quand je faisais le bac, mon professeur de français m'a infligé une mauvaise note lors d'un devoir. La raison est qu'il n'arrivait pas à lire mon écriture. Quand je lui ai lu mon devoir, il m'a donné une bonne note car c'était la bonne réponse. En ce qui concerne notre élève infirmière obstétricienne anonyme, elle a plusieurs fois été avertie sur ses feuilles d'évaluation suite à la mauvaise qualité de son écriture. Si mes professeurs n'arrivent pas à lire, ils disent que je n'ai pas trouvé la réponse. Et puis mes profs écrivent sur mes feuilles de devoirs et compositions même que soient tes écritures. En plus des étudiants, certains professionnels, comme la majorité des médecins, écrivent de manière incompréhensible. Dr Saïgounon, ophtalmologue. C'est une question d'habitude. Les études de médecine, généralement, nos maîtres dictent les leçons avec une certaine rapidité. Avec l'habitude, on commence à abréger les mots, à écrire très rapidement les mots. Donc, ce qui fait que souvent les écritures sont difficilement lisibles par quelqu'un d'autre. Sinon, il n'y a pas de loi qui dit que voilà, on doit écrire d'une manière illisible pour les autres. C'est une question d'habitude. Une question d'habitude. Et nonobstant la rapidité du professeur, la prescription de certains médecins est bien lisible. Dr Saïgounon. Il faut dire que ce n'est pas tous les médecins qui écrivent de façon illisible. Beaucoup écrivent très bien. Ça veut dire que avant d'être médecin, tout le monde n'écrivait pas aussi mal. Les mauvaises écritures n'ont aucun secret pour les pharmaciens. L'expérience professionnelle serait la principale explication. Dr Abdoukan Diallo est pharmacien. Nous lisons ça facilement parce que nous avons l'habitude de lire les noms, de dire les noms et d'écrire les noms des médicaments. Parce que tous les médicaments, les noms des médicaments, le dosage des médicaments, la posologie, voilà, la description même d'une ordonnance, à force de voir ça tout le temps, donc ça devient de la routine. Sinon, on ne fait pas de cours par rapport à ça. Ce n'est que l'expérience et l'habitude. La qualité de l'écriture permet de déterminer la rigueur et la diversion de son auteur, mais aussi sa considération envers ses lecteurs. Abdoulaye Diakité est pédagogue. Vous savez, la bonne écriture d'abord, c'est la marque extérieure du respect à l'égard de celui qui vous lit. Ça donne le goût de la lecture et ça encourage le lecteur à aller profondément dans le contenu de la production, à comprendre le texte, à l'analyser. Par contre, avec la mauvaise écriture, vous savez, ça joue sur la rétine et nous avons une mauvaise impression de la production, la mauvaise écriture, d'emblée. Et ça n'encourage pas le lecteur. Au niveau des examens, des concours, beaucoup échouent. Ce n'est pas parce que le contenu n'est pas aussi que ça, mais c'est parce que la production est illisible et difficilement compréhensible. Alors, faut-il s'appliquer pour se faire lire facilement ou se faire comprendre par les autres? Actualité sur le continent, en Ouganda, la Cour constitutionnelle a confirmé aujourd'hui une loi anti-gay qui prévoit la peine de mort pour homosexualité aggravée. Cette loi a été promulguée en mai 2023 par le président Yoweri Museveni. Ce texte est condamné par les défenseurs des droits de l'homme ainsi que les Nations Unies qui ont exprimé leur profonde inquiétude en qualifiant cette loi de recette pour des violations systématiques des droits des gays, des lesbiennes, entre autres. Au Soudan, une attaque de drones a fait au moins 12 morts et 30 blessés hier dans la ville d'Abara, selon une source médicale. Cette attaque s'est produite pendant la rupture du jeûne, selon un habitant de la région. Ces repas organisés sur la base de la milice islamiste Bara, qui combat aux côtés de l'armée, rassemblait des civils et des miliciens, a affirmé un autre habitant. L'attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. À Taïwan, 9 morts et plus de 820 blessés, c'est le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,4 survenu ce matin au large de la côte est du pays. L'annonce a été faite par l'Agence nationale de lutte anti-incendie. Au moins 26 immeubles se sont effondrés dans la ville de Oulian et près de 20 personnes sont piégées sous les décombres, ont ajouté les pompiers. Des répliques ont été ressenties à Taipei, la capitale. L'administration centrale de la météorologie de l'île a indiqué que 25 répliques avaient pour l'heure été enregistrées.
Page sport de cette édition. En Europe, il est question de Coupe nationale en France, en Italie et en Allemagne. Prix Marc Vivian Fo 2024, les nominés ont été dévoilés par les organisateurs. À noter que ces prix récompensent les meilleurs joueurs du championnat français durant la saison. Football féminin au plan national avec la 6e journée du championnat qui se joue cet après-midi. Les points de l'actualité sportive avec Ari Jumatina. Championnat national de football féminin, la 6e journée est au programme ce mercredi. Sur le terrain de l'AS Real, Centro UFC sera face à AS Saramaya. Au terrain de l'USFAS, l'AS Entente en dégoudra avec Amazon de la commune 5. Il y aura USFAS Super Lyon sur le terrain de l'AS Bakaridian. À Sikasso, au stade municipal, l'AS Momo jouera contre l'AS Real. Et à Bougouni, au stade Moussa Diakité, AS Étoile de la localité reçoit AS Surubaba de Mopti. La liste des 11 nominés pour le prix Marc Vivian Foé 2024, qui récompense le meilleur joueur africain du championnat français de première division en cours, a été dévoilée. Ainsi, nous avons le Gabonais de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, les Algériens Nabil Bentaleb de Lille et Amin Gouiri de Rennes. Il y a le Sénégalais de Metz, Lamine Camara, le Marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, les Ivoiriens Wilfried Singo de l'AS Monaco et Oumar Diakité de Reims, le Burundais de Nice, Youssouf Ndaye Chimier, les Nigérians Moses Simon de Nantes et Tirem Moufi de Nice, sans oublier le Congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Bemba, qui a remporté le prix la saison dernière. Le lauréat sera connu le 13 mai prochain au terme d'un vote qui sera effectué par un jury composé de médias spécialisés. Par ailleurs, en Europe, il y a des rencontres de Coupe nationale dans certains pays. En Italie, au compte de la première demi-finale allée de la Coupe d'Italie, la vieille dame, autrement dit la Juventus de Turin, a battu la Lazio de Rome 2-0. Le retour est prévu le 23 avril prochain chez la Lazio. Quant à la seconde demi-finale allée, elle oppose ce mercredi la Fiorentina à Atalanta Bergame, le club de notre compatriote, l'attaquant des Aigles, El Bilal Touré. Coupe d'Allemagne, le club de 10e division Kaiserslautern s'est qualifié hier soir pour la finale en l'emportant 2-0 face à Sarrebruck, un club de 3e division qui avait écarté plusieurs clubs de première division dont le Bayern Munich. Ainsi, Kaiserslautern connaîtra son adversaire de la finale ce mercredi à l'issue de la seconde demi-finale qui met aux prises le Bayer Leverkusen, actuel leader de la Bundesliga, et Fortuna Düsseldorf. Et pour terminer, l'Olympique lyonnais a obtenu son billet pour la finale de la Coupe de France. Hier soir, Lyon a battu Valenciennes 3-0. Concernant la deuxième demi-finale, elle oppose aujourd'hui à 19h le Paris Saint-Germain au stade Rennais. Chronique de l'environnement. L'entrepreneuriat vert et digital, c'est un concept développé par Mali Fox Center Nieta, à travers lequel l'ONG entend accompagner et renforcer les capacités des jeunes et des femmes dans ce secteur. Pour ce faire, elle a mis en place un technopôle avec le soutien financier de l'ambassade de Suède au Mali. La nouvelle installation dans la chronique environnement avec Agibou Koulibaly. Le technopôle de Mali Force Center Nieta est le premier hub technologique et de start-up du Mali qui met en avant l'importance de la co-création, de la collaboration et de la co-innovation pour construire des start-up durables à fort potentiel de croissance adapté au contexte malien. Mohamed Lamine Malé, responsable TIC de la digitalisation et de l'entrepreneuriat jeune à Mali Force Center Nieta. Le technopôle de Mali Force Center Nieta est issu d'une vision et d'une mission que nous avions de nos 25 années d'expérience dans la lutte contre les changements climatiques auprès des populations vulnérables au Mali. Alors, nous avons remarqué que les actions de résilience climatique que nous mettons en place et pour lesquelles nous nous battons tant ont du mal parfois à avoir de la durabilité. Cela est sûrement dû à la façon de les implémenter. Et donc, après réflexion et après consultation des jeunes qui contribuent également à trouver les différentes solutions, nous nous sommes dit que quand tu prends ces différentes localités et que tu arrives à impliquer les jeunes, à lier leurs objectifs professionnels et leurs objectifs de vie à la résolution de ces questions de résilience climatique, il est très probable de pouvoir mettre en place des solutions qui sont durables dans le temps. Donc nous nous sommes dit que nous allons mettre en place une structure qui va permettre justement de non seulement éduquer ces jeunes sur ces questions de résilience climatique, ces questions de défi des changements climatiques, mais également les fournir tous les outils nécessaires pour pouvoir entreprendre dans ce domaine-là, et 5 pôles qui sont simultanés
similaire au technopole au niveau des différentes localités qui sont interconnectées avec le technopole pour pouvoir permettre d'amener toute cette innovation que nous avons ici au niveau de Bamako également au niveau des différentes localités. Le technopole vise à renforcer et améliorer la durabilité des actions de résilience climatique et autonomiser économiquement les jeunes tout en alignant leurs objectifs professionnels et personnels avec les besoins des communautés vulnérables dans les actions de résilience climatique dans la région ouest africaine. Notre objectif vraiment au Technopole, c'est de prendre les jeunes depuis le niveau aspirant entrepreneur, donc des jeunes de la licence par exemple, qui ont envie d'être entrepreneurs mais ils ne savent pas trop comment le faire, quoi faire, comment ça marche, les introduire dans le monde du verre et dans le monde de l'entrepreneuriat dans ce sens-là et les accompagner jusqu'à la croissance de leurs entreprises. Donc tous les programmes que nous mettons en place vont dans ce sens. Pré-incubation, incubation, accélération et accompagnement. Le Technopole est plus qu'un incubateur. C'est une communauté hébergeant des activités de renforcement de capacités dans le secteur technologique vert. Au niveau du Technopole, nous avons concrètement par exemple des programmes de pré-incubation qui permettent d'introduire les jeunes à l'entrepreneuriat en général et à l'entrepreneuriat vert et technologique en particulier. Ça se fait sous forme de cohorte. Donc on prend des équipes de jeunes, une trentaine par cohorte, pendant près de 4 mois où on amène les professionnels de l'industrie, on amène les experts du domaine, on amène les experts des incubateurs, les experts des accélérateurs qui ont cette compétence-là d'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat, qui viennent voir ces jeunes, qui viennent les former. Et nous avons eu à aider plus de 300 initiatives à monter leurs projets, à structurer. Mais ceux qui sont arrivés jusqu'à l'étape de financement, c'était une vingtaine d'initiatives. L'accès au programme de pré-incubation est conditionné à la réussite d'un concours national se tenant de manière périodique. Mohamed Lamine Malé, responsable en TIC de la digitalisation et de l'entrepreneuriat jeune à Mali Force Center Nieta. Pour accéder au Technopole, initialement pour les premières cohortes, en fait les critères sont assez serrés vu qu'il y a un concours de sélection qui se passe. Et ce concours-là, c'est essentiellement pour voir les jeunes les plus motivés, les jeunes qui ont la capacité d'aller chercher, les jeunes qui ont au moins cette énergie de détermination pour pouvoir sortir avec quelque chose de solide. Et ça, c'est les critères qui nous intéressent le plus. Parce que le but de nos programmes, c'est d'apprendre aux jeunes ce que c'est que l'entrepreneuriat vert. Ce n'est pas que tu le connaisses en amont, mais que tu aies au moins ce feu en toi qui montre que tu peux en fait devenir un entrepreneur de taille. En somme, le Technopole représente un catalyseur important pour l'émergence d'une économie verte et numérique au Mali, offrant des perspectives encourageantes pour l'avenir de la jeunesse et du développement durable dans le pays. Merci Agibou Koulibaly, c'est ce qui met fin à cette édition. Une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Soumaou Aïdara, coordination Ousmane Daou. Restez avec nous tout à l'heure, Assistant Tangara pour les avis et communiqués. Merci de nous avoir suivis.